Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente déjà le 3e épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici toutes les 2 semaines le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Bonne écoute! Je m'appelle Michel, j'ai 31 ans et je suis actuellement sans emploi, mais j'essaie de monter mon entreprise. Je dirais que je suis un plutôt bon dormeur, avec des rêves agités, mais je fais la plupart de mes nuits de façon complète. Et j'aime dormir. Je dirais un bon dormeur, c'est quelqu'un qui peut dormir profondément. Et ça, c'est pas quelque chose qui est un souci pour moi. J'ai peut-être plus des difficultés à m'endormir, ou j'ai parfois un sommeil avec des rêves un peu stressants ou des cauchemars, mais j'ai l'impression de dormir profondément. J'aime dormir, c'est une activité. Enfin, je suis content d'aller dormir le soir. Donc, dans ce sens, je dirais que je suis un bon dormeur. Mon rapport au sommeil est un peu ambivalent, dans le sens où le sommeil c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose de réparateur, quelque chose d'apaisant, mais vu que je fais beaucoup de cauchemars et que j'ai eu pendant un moment des problèmes un peu de terreur nocturne, j'ai aussi un peu j'ai plutôt le stress de réussir à m'endormir. Donc c'est à la fois quelque chose que j'aime et que j'ai envie de faire, donc de dormir, de bien dormir, mais j'ai peur de pas y arriver. J'ai peur parfois de pas arriver à bien dormir parce que ça m'arrive, tout simplement. Ça m'arrive surtout d'avoir du mal à m'endormir, d'avoir ces espèces d'angoisses du soir qui reviennent et qui vont m'empêcher de dormir. Et du coup ça donne lieu à des insomnies et après c'est difficile à gérer quand t'as pas dormi ta nuit. Et j'ai beau avoir que 31 ans, je veux dire, quand je fais une nuit blanche aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à le digérer que quand j'avais 19 ans ou 15 ans, où je faisais pas régulièrement mais quand même assez souvent des nuits presque blanches avec mon meilleur ami, à boire du Fanta jusqu'à 3h du matin et à rire. Maintenant, c'est plutôt j'aurais presque peur de pas pouvoir faire une nuit complète parce que ça me casse complètement. Je suis plutôt un couche-tard lève-tard. Je dirais que ça a commencé même dès mon enfance. J'avais tendance à repousser l'heure du coucher à genre 22h, 23h, soit pour voir des films avec ma famille ou pour être avec mes frères et sœurs. Après, je suis pas un lève-tard, je connais des lève-tard qui pourraient dormir jusqu'à midi ou début d'après-midi. Moi, je dirais que 10h du matin, c'est un peu ma limite. Je mets mon réveil à 7h30 tous les matins. C'est vraiment dur pour moi de me lever à 7h30. Et j'essaie plein de trucs, de me coucher plus tôt et tout ça. J'y arrive pas. C'est difficile de se réveiller. Je mets mon réveil à 7h30. J'ai ma montre qui est synchronisée avec mon réveil. Et j'ai mon réveil qui sonne et en général, j'appuie sur snooze au moins 2-3 fois. Par contre, si je sais que j'ai un truc tôt le matin, je vais me réveiller tout de suite. Un grand cri et je me relève. Mais ça, en général, ça me stresse la nuit d'avant, donc je vais y penser toute la nuit. Donc c'est ça aussi qui m'aide à me réveiller, c'est l'angoisse. C'est quelque chose que je faisais dès le collège, de parfois travailler jusqu'à 2-3 heures du matin sur des devoirs que j'avais pas fait avant, parce que c'était mon moment de productivité. J'ai le souvenir
de mes parents qui me gueulent dessus parce que j'ai pas préparé mon projet d'art plastique pour lequel j'avais 3 semaines. Et où je me retrouve à faire des collages complètement fous jusqu'à 3h du matin. Et souvent j'avais de super notes en plus sur ces trucs-là. Donc ouais, l'insomnie chez moi, ça se présente en général, c'est au moment de me coucher où j'ai une angoisse qui va monter. Donc je reste dans mon lit, les yeux fermés, j'ai l'angoisse qui monte. S'il y a le moindre craquement de bois ou petit bruit, genre j'ai limite une crise cardiaque. Donc après je rouvre la lumière, j'essaie du coup de me calmer un petit peu, et quand ça marche pas, genre je vais m'endormir 20 minutes, puis je vais me réveiller, puis c'est dans ces moments-là, je vais dormir peut-être 2-3 heures, mais c'est tellement d'angoisse que le lendemain, je suis genre mais cassé. Ça peut être des angoisses où il y a quelqu'un ou quelque chose chez moi, ou des fantômes, des trucs un peu infantiles. C'est ce côté que une fois que je ferme la lumière et que je suis dans mon lit et que je commence à endormir, je suis vulnérable. Donc ça, c'est une des angoisses. Une angoisse que j'avais avant, c'était d'avoir une paralysie du sommeil. Et sinon, c'est des angoisses plus liées à ma vie et au quotidien. Ou alors un film que j'ai vu et qui, avec des images marquantes, notamment le film Ça, donc avec le clown monstrueux. Il y a des trucs qui juste passent pas dans mon esprit. Moi, j'ai déjà eu quelques épisodes de paralysie du sommeil. Il y a une fois où c'est comme si je me voyais, comme si j'étais allongé sur le plafond. Donc du coup, je regardais vers le bas et je voyais mon corps. Et où je pouvais pas bouger, et où j'essayais de crier, et où ça marchait pas. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Une fois, ça m'est arrivé ici, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait, et j'essayais de bouger, de crier, ça marchait pas. Et une autre fois, alors ça, c'était plus fucked up. J'ai rêvé, c'était long cette fois-là. Je m'étais réveillé et j'essayais de me lever, mais mes jambes ne répondaient plus. Je devais sortir du lit, puis je tombais à terre, et ensuite je rampais jusqu'au salon en essayant de crier, et le son sortait pas. Tout était sans dessus-dessous dans mon appartement. Je rampais jusqu'au salon en disant et j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les yeux ouverts et que j'étais dans ma chambre. Donc ça, c'était assez horrible. Et ça, c'est une angoisse que j'ai gardée longtemps. Et ce qui est intéressant avec cette angoisse, c'est que elle s'est terminée du jour au lendemain, grâce à un rêve que j'ai eu, où je pense que j'ai eu un dialogue avec mon inconscient. J'ai eu quelques rêves comme ça. J'étais dans une espèce de jeu vidéo. À la fin, tu vas dans l'antre du dernier boss et t'as des espèces d'escaliers en spirale. Et donc, c'était un petit peu le même principe où j'étais dans cet escalier en spirale. Et à un moment, je me retrouvais face à une version monstrueuse de moi-même. C'est genre complètement déformée, mais pas méchante pour autant, mais qui était juste là pour me dire ce qui t'attend au dernier étage, c'est la peur pure. Et est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Tu es sûr que tu as la force d'aller voir la peur? Et du coup, on montait les derniers escaliers, et plus je montais, plus en fait, il se passait trop de choses dans mon cerveau pour que je puisse l'encaisser. D'un coup, t'avais une suite de flashs et de trucs de sons, comme si ton cerveau il a une espèce de gros bug. Après ce gros bug, je me retrouvais en bas des escaliers, et du coup, à chaque fois, je disais, on va réessayer. Et donc, j'ai fait cet aller-retour plusieurs fois, où à chaque fois, mon cerveau était en mode genre, je peux plus! Et où je retournais en bas des escaliers, et j'ai fait ça 2-3 fois. Et le lendemain, je me suis réveillé, et cette angoisse a complètement disparu. Vraiment, ça m'empêche plus du tout de dormir. Et j'ai eu un autre rêve comme ça. Alors c'était justement par rapport au film Ça. Dans ce film Ça, le clown est monstrueux et son visage il se déforme beaucoup.
il a une bouche plein de dents, il a des yeux qui brillent, qui vont dans les mauvaises directions. Et du coup, ça m'est arrivé de voir en rêve donc le clown, qui en général, c'était un truc en plus... Tu sais, c'est des pulsions trop bizarres où genre je sentais que le clown allait me mordre et en même temps je me laissais mordre par lui. Je prenais conscience que j'étais dans le rêve et je disais, tu sais quoi, je vais faire quelque chose de différent cette fois-ci. Je vais essayer de devenir son pote. Ou du coup, il m'attaquait plus, mais il faisait genre qu'il allait m'attaquer un peu pour me taquiner. Mais par contre, il trucidait les gens, mais moi, il m'attaquait plus. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est bon, faut que je me mette... faut que je devienne le pote de Pennywise, quoi. Et donc, il y a eu ce premier rêve où ça a déjà pas mal atténué mes angoisses. Ensuite, c'était une autre fois où, en fait, c'était pas un rêve. J'étais en train d'écrire dans mon journal intime, en repensant à ce rêve que j'avais eu, où j'étais devenu l'ami de Pennywise. Je m'étais rendu compte que ce clown, c'était en fait lui le gardien de mes peurs. Et que lui, il était là juste pour dire, regarde-moi, genre, si t'as besoin de vivre des peurs, projette-les sur moi, et t'auras, comme ça, ce sera plus facile, tu vois que je suis un monstre, donc c'est plus facile d'avoir peur de moi que d'avoir peur de trucs, de doutes existentiels plus profonds, par rapport à ma vie qui s'effondrait sur différents plans. Une fois, j'avais trop de la fièvre et j'ai rêvé que je devais me mettre dans certaines positions pour reproduire des chiffres qui étaient télétransmis à Disney pour je sais plus quelle raison. Et du coup, j'ai passé la nuit à essayer de faire des combinaisons de chiffres, en me disant ça n'a aucun sens, mais je pouvais pas m'empêcher de le faire. Horrible. En plus en ayant chaud, en ayant mal à la tête. Atroce. Atroce, atroce. C'est à travers des rêves lucides, je pense avoir pu ouvrir une porte de mon inconscient et avoir un dialogue avec, pour guérir des choses. Les rêves ont une importance quand même assez marquée dans ma vie. Je suis pas du tout dans le délire d'analyse des rêves freudienne, genre j'ai rêvé de couteau, c'est un symbole phallique. Même si ça m'arrive souvent de me faire poignarder. Je vois un peu ça comme une façon pour mon esprit de me faire vivre des émotions que j'arrive peut-être pas à vivre pendant que je suis éveillé. Je pense que c'est spontanément que j'ai commencé à faire des rêves lucides. J'ai lu des trucs sur les rêves lucides où ils donnaient des conseils sur comment en avoir, mais j'en avais déjà. Il y a différents degrés de lucidité. T'as parfois juste cette prise de conscience où t'es pas forcément conscient que t'es dans le rêve, mais tu commences à contrôler ce qui se passe. Tu reprends un peu le dessus sur ton esprit, jusqu'à l'extrême de je suis dans un rêve, je vais faire ce que je veux, mais plus t'es lucide, moins le rêve est stable. Si je suis complètement lucide, c'est soit en fait je vais pas avoir autant de contrôle que ce que j'aimerais, soit je commence à vraiment avoir le contrôle total, et dans ce cas-là, le rêve s'effondre. Mais il y a une fois où j'étais coincé dans un rêve, et c'était horrible. Et je savais pas comment me réveiller. Il y a limite une géographie propre à mon rêve, où il y a des versions des villes propres à mes rêves. Je vais reconnaître que mon appartement a cette pièce qui est disposée d'une certaine façon, ou ça c'est dans mon rêve qu'elle est comme ça. Ou genre il y a une version de Paris dans mon rêve, il y a une version de Toronto dans mon rêve, il y a une version de Calais dans mon rêve. Enfin c'est, tu vois, il y a une espèce de géographie préétablie. Bon après il y a des fois où je pars complètement, tu sais, dans des mondes ou des planètes différentes quoi. Donc je vais reconnaître que c'est la version rêve de cet endroit. Après, je suis assez proche de mes sensations dans le rêve. C'est quelque chose de très sensoriel. Un rêve qui m'avait beaucoup marqué aussi quand j'étais enfant, genre à 10 ans, c'était que je jouais aux 3 petits cochons avec des amis, et que celui de mes amis
qui jouait le grand méchant loup, m'attrapait, me plaquait à terre, m'ouvrait le ventre et sortait mes boyaux en les mordant, en les mordillant. Et je me souviens de la douleur et du sang et tout ça, et donc j'ai un rapport assez sensoriel, tu vois. J'ai mon rituel de coucher. Bon, il faut déjà que je me brosse les dents, que je passe aux toilettes, que je boive mon verre d'eau. Alors ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est de lire avant d'aller me coucher. Alors moi, j'aime bien lire les BD pour m'endormir. Mais je lis pas des BD forcément très joyeuses. Parce que moi, je sais pas, ce mélange d'images et de couleurs, ça apaise mon cerveau. Donc là, en ce moment, je vais lire des Hellboy, mais j'aime bien les trucs un petit peu fantastiques. Je mets mon téléphone à un endroit, soit en dehors de la pièce, soit un endroit où je sais que je vais pas voir la lumière du téléphone. Le matelas se creuse, donc pour éviter de trop le creuser, je vais sur la place du lit où je dors pas pour lire, jusqu'à ce que je sois vraiment somnolent. Puis ensuite je le pose, et je me place de l'autre côté du lit, et je vérifie mentalement si j'ai pas envie de faire pipi, parce que j'ai pas envie, et ça je déteste me lever la nuit pour faire pipi. En fonction de parfois comment j'ai lu, parce que parfois si je lis longtemps, je vais en avoir marre d'être genre assis sur mon dos, donc parfois je vais me mettre un peu de côté ou tout ça. Donc si je me mets sur un côté, il va d'abord falloir que je me couche du côté opposé que le côté sur lequel j'ai lu. parce qu'il faut un équilibre dans ma tête. J'ai besoin en général de m'endormir, enfin de commencer la période d'endormissement sur le dos, mais au moment où je sens que je tombe plus dans le sommeil, souvent je vais me mettre sur un des côtés. Et ça, c'est en partie parce que donc en me renseignant sur les paralysies du sommeil, j'ai appris que y a des positions dans le lit qui sont plus propices aux paralysies du sommeil, notamment quand tu es sur le dos et que tu es proche d'une petite source de lumière, mais ça peut être aussi simple que de la lumière qui passe à travers des rideaux ou des volets. Et si ça c'est face à tes yeux, apparemment t'as plus de chances d'avoir des paralysies du sommeil. Et donc j'étais dans ce type de disposition dans mon ancienne chambre à Toronto, où j'étais face à la fenêtre. Et donc pour moi c'était important de m'endormir sur le côté juste pour être sûr que ça m'arrive pas. Et donc j'ai pris le pli et maintenant j'aime bien ça. Pour moi le pyjama c'est le moment où je suis genre là c'est le moment de la soirée où c'est mon espace où je commence à me détendre pour un peu me préparer à me coucher, mais surtout être à l'aise. Donc je mets un pyjama, mais je dors nu. Donc je retire, une fois que je me suis placé à ma bonne place dans le lit, c'est à ce moment-là que je retire le pyjama, et je le mets à côté de moi, au cas où j'ai froid pendant la nuit. J'ai pas un corps qui régule super bien la température. Je pense que je suis un petit peu plus reptilien de ce côté-là. C'est-à-dire que j'absorbe, mais je perds la chaleur aussi très vite. Bah, cette nuit, par exemple, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais trop chaud. Donc j'ai un peu retiré ma couverture. Je peux pas la retirer complètement. Donc souvent je la laisse sur une jambe. Et je dois vérifier si je vais être capable de tenir cette température sur une longue durée, ou s'il faut juste que je fasse baisser ma température vite pendant 10 minutes et ensuite que je remette la couverture. Donc du coup j'ai trouvé une espèce de position de la couverture en diagonale sur une partie de mes jambes, avec un de mes pieds qui sortait un petit peu du drap. Après voilà, l'avantage c'est que je peux malgré tout jouer sur des choses pour modifier ma température corporelle. Alors que je connais des gens où pour eux c'est juste c'est des fournaises, et genre à moins qu'ils aient littéralement un ventilateur braqué sur eux à fond, ils peuvent pas se refroidir. Généralement, quand tu dors avec quelqu'un, si cette personne ne dort pas, tu le sens. Je me souviens, donc c'était avec mon ex-copain. En gros, ils avaient fait un trou dans notre chambre parce qu'il y avait une fuite. Du
où il y avait un gros trou et ils avaient mis un carton avec des scotch pour pas que ça fasse un trou en attendant qu'ils rebouchent le trou. Et un soir pendant la nuit, le bout de carton est tombé à terre. Donc, moi j'ai entendu un impact dans la chambre à quelques mètres de moi. Mais ça m'a rendu complètement fou, du coup je fais genre il y a quelqu'un dans la chambre. Et où donc mon ex-copain, il était genre mais non, il y a rien du tout. Oui, il y a un truc qui est tombé mais c'est pas grave. Et genre moi c'est pas possible. Moi là, je dois ouvrir la lumière, je dois fouiller, je dois toucher. Sinon, ce n'est pas possible. Et je vais pas te laisser t'endormir. Et je vais t'en vouloir de me mettre en danger. De ne pas vérifier s'il n'y a pas un assaillant dans notre chambre. Voilà. Oui, donc quand j'étais en couple, je dormais avec quelqu'un parce qu'on était installés ensemble. Puis on s'est séparés. Donc je me suis retrouvé seul. Ça a été, je pense, une des choses les plus dures à vivre dans cette séparation. Maintenant ça va, mais parfois j'aime bien m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, une présence bienveillante, pas un être fait de ténèbres et de yeux rouges qui veut m'assassiner pendant la nuit. Je sais aussi, il faut que je fasse attention. Si je pense trop qu'il y a quelqu'un à côté de moi, après je me dis, si je sens un truc, je vais sursauter. Mais non, ça a été très compliqué, notamment à cause du contact. Ça m'a pris du temps, mais je me suis habitué à avoir un contact de peau dans le lit. Mais comme c'est quelqu'un qui a chaud très vite et devient chaud très vite, on dormait pas non plus collés l'un contre l'autre toute la nuit. Et donc, mais ce qu'on faisait pour garder le contact de peau, c'est que parfois on avait genre nos poignets ou le dos de nos mains qui continuaient à se toucher. Donc c'était, j'avais tout le temps cette présence et c'était assez rassurant pour moi. Et donc me réhabituer à dormir seul, c'était très dur. Tu vois, j'ai essayé avec des oreillers, des trucs et ça faisait pas la même chose. Et aussi, du coup, ton lit il est vachement plus froid. Moi, qui ai un corps qui régule pas bien la température, ça m'a mis du temps à retrouver une façon de dormir qui était agréable pour moi. Je pense pas que je dormais si bien que ça, enfant. Non, je dormais pas très bien parce que ça m'a mis du temps à même arrêter d'essayer d'aller dormir avec mes parents. Je pense que pour le coup, je l'ai fait jusqu'à tard, enfin tu vois, jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et je me couchais tard, et j'avais beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars quand j'étais petit. Donc je pense que c'est plus au niveau de l'adolescence et de le début de ma vie d'adulte que j'ai commencé à vraiment bien dormir. Puis aussi, j'ai grandi quand j'étais petit, je partageais ma chambre avec ma sœur. Et même, tu vois, cette idée de dormir avec quelqu'un, jusqu'à ce que je sois avec donc mon ex-copain, c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais. Souvent, mes frères et sœurs, ils me disaient « Ah, Michel, arrête de bouger, arrête de faire ceci, arrête de faire cela », et du coup, ça me stressait vachement. Même, je me souviens, quand j'étais adolescent, ma mère et moi, on a fait une espèce de petit road trip en Allemagne. J'étais un peu con, mais j'aurais dû plus me rendre compte de la chance que j'avais à l'époque, mais ça me stressait trop le soir qu'on dorme dans la même chambre, parce que j'avais quand même 14 ans. J'avais l'impression qu'il y avait juste quelqu'un qui était là pour écouter le moindre mouvement que je faisais, parce que je bougeais beaucoup, et du coup qui me disait « Arrête de bouger, dors, dors !» Et genre, du coup je détestais dormir avec quelqu'un. Et c'est en me mettant avec ce mec que du coup j'ai découvert le plaisir de dormir avec quelqu'un où ça se passe bien, où c'est pas compliqué. Ça m'arrive de siester. J'aime bien siester, mais faut que ce soit un jour où soit je suis vraiment crevé et je sens que j'en ai besoin, ou c'est un jour en mode relax où je prends le plaisir de siester.
Mais après, c'est pas des siestes où je pars complètement dans le sommeil. C'est plus je ferme les yeux et je me détends, parfois j'écoute de la musique ou je fais de la méditation. Entre 15 et 30 minutes. Parce qu'après, je déteste faire une sieste qui dure trop longtemps et après je me sens malade. Bah, moi, après, des trucs qui m'ont évoqué des expériences de sommeil, mais pas forcément des bonnes, c'est David Lynch. Ou notamment le film Inland Empire, où pour moi, c'est un des trucs qui se rapproche le plus d'une expérience de cauchemar. Un truc qui n'a pas de sens, mais tu peux pas, t'es pris dedans en fait. Et c'est des angoisses en fait vachement primales ou primaires, je sais pas comment dire, mais tu vois des trucs qui jouent sur des angoisses où t'arrives même pas à mettre les mots dessus parce que tu sais que c'est hyper profond, hyper ancien. Tu sais, c'est les visages déformés, les ambiances avec des lumières bizarres ou des trucs juste qui n'ont pas de sens, où c'est l'angoisse qui monte. Mais en même temps, c'est complètement fascinant. Mais en même temps, c'est un film qui a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est une expérience unique. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Michel d'avoir accepté de nous raconter son sommeil et surtout ses rêves. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, il n'y a rien de plus simple. Je vous invite à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça n'a l'air de rien, mais ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte donc beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr, flamboyance au pluriel. N'hésitez pas à m'écrire, je prends toujours un grand plaisir à vous lire. Tous les liens sont sur le site internet ou sur le Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'interview de Marion. Allez, bonne nuit maintenant.